Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et on parlera des pieds un peu ce soir, mais pas que des pieds, on parlera de trail, donc cette activité sportive, cette activité de course par exemple en forêt par exemple. Nous parlerons aussi avec Herbie des fameuses sneakers puisqu'il organise une expo et une petite visite aussi ce samedi à la librairie générale à Jarry. On découvrira ce qu'il nous propose d'ailleurs. Ce sera après la coupure pub de 19h. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 et on commence avec le traditionnel point Covid hebdomadaire. 13 165 tests ont été réalisés en semaine 44 et l'on dénombre 166 cas positifs, dont 9 hospitalisations. Le taux de positivité baisse de 1,5% à 1,4%. Le taux d'incidence est de 44 contre 39 la semaine dernière, en légère augmentation apparemment. L'on enregistre un décès sur la période, un homme de 59 ans qui avait été transféré à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière. À noter effectivement qu'à partir du 15 décembre prochain, les personnels de santé et personnes âgées de plus de 65 ans devront justifier d'un rappel de vaccin pour prolonger la validité de leur passe sanitaire. Notez également que les tests seront gratuits jusqu'au 6 décembre prochain. On parle troisième dose et passe sanitaire avec Alexandre Rochat et Valérie Denux. Sur la troisième dose, vous faites bien de l'évoquer. Effectivement, le président de la République hier a bien précisé les choses. Donc jusqu'à présent, nous avions des campagnes, bien sûr, de rappel pour les personnes en EHPAD, notamment, et donc leur proposer ce rappel de troisième dose. Aujourd'hui, hier, le président de la République nous a indiqué que pour le pass sanitaire, il serait valable pour les personnes de plus de 65 ans sous réserve d'avoir fait une troisième dose 6 mois et 5 semaines après la deuxième dose. Donc, ils peuvent le faire avant, évidemment, mais je veux dire, c'est le temps limite pour que le pass sanitaire soit toujours valide. Et donc, nous avons bien sûr les centres de vaccination, les médecins libéraux, les pharmaciens, les infirmiers qui sont habilités à faire de la vaccination accueilleront bien sûr ces personnes pour une troisième dose s'ils le souhaitent. Le pass sanitaire, ça permet une chose, et on l'a vu en métropole pendant toute la durée des vacances qui s'est écoulée en juillet et en août, ça permet de reprendre une activité et d'éviter les mouvements de yo-yo par les fermetures dès qu'on a des vagues de Covid. Moi si la question c'est de savoir si on a une cinquième vague qui se prépare et qu'on va être obligé de tout fermer à nouveau et de tout confiner, voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la manière de se préserver, c'est la vaccination et c'est le pass sanitaire pour éviter justement les clusters, éviter qu'on ait des contaminations croisées qui interviennent? Voilà, la réponse est assez claire. L'objectif du pass sanitaire, c'est d'éviter ça. La vaccination et le pass sanitaire, ce sont les deux instruments qui permettent concrètement de garder une vie sociale, économique et une activité économique qui permet de résister à la crise Covid. Le fait de confiner, de fermer les restaurants, de fermer l'ensemble des activités pendant 1 mois ou 2 mois, comme ça s'est passé en août, c'est pas ça qui permet de conserver la vie et l'activité en Guadeloupe. Je crois que tout le monde en est bien conscient. Oui, je voudrais signaler d'ailleurs qu'en ce moment, nous n'avons pas de nouveaux clusters. Donc, c'est intéressant quand même de voir que plus la vaccination avance, plus les gens font encore attention. Certes, le virus circule moins, c'est vrai, mais il y a aussi le pass sanitaire qui est en place, etc. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup moins de clusters, alors que souvent, quand l'épidémie est plutôt en phase descendante, on distingue quand même encore des clusters. Donc, il ne faut pas faire des conclusions trop hâtives, mais c'est intéressant à suivre. Et j'en profite pour répondre à une question qui ne m'a pas été posée par vous, mais qui avait été posée sur Facebook Live. Donc, aujourd'hui, il n'est pas envisagé de revenir sur les motifs impérieux pour les non-vaccinés pour les voyages transatlantiques. La question, c'est que la vaccination permet de protéger, d'être sûr que les personnes sont bien protégées. Ensuite, pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, il faudra continuer à justifier d'un motif impérieux pour se déplacer entre la métropole et la Guadeloupe, entre la Guadeloupe et la métropole. Plus le test. Et le test, évidemment.
Et notez que l'état d'urgence sanitaire devrait prendre fin ici en Guadeloupe le 15 novembre prochain. Il semblerait que les chiffres restent stables, donc il nous manque à patienter quelques jours encore, lundi. Et concernant la vaccination, eh bien notez qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, a déjà évoqué la généralisation de la dose de rappel. Donc ce sera début décembre pour les 50 ans et plus. Donc pour l'instant, ce sont les 65 ans et plus. Début décembre, ce sera à partir de 50 ans. Et puis dans la foulée, début d'année prochaine, je vous laisse imaginer effectivement qu'on risque d'avoir une généralisation de la mesure. Parlons brièvement de Patrick Vial-Collet, qui reconduit à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Sa liste, la CCI pour tous, s'est imposée lors des élections consulaires. Elle remporte la totalité des sièges, soit les 44 disponibles. CCI qui devrait d'ailleurs accompagner les transporteurs de personnes à mobilité réduite à se mettre en conformité. Ce type d'activité est financé par la sécurité sociale, mais n'est accessible que pour les ambulances, véhicules sanitaires légers ou les taxis. Certains professionnels devront donc se mettre à niveau et faire évoluer leur statut s'ils veulent une part dans le gâteau. On fait le point avec Jean Véron, directeur de la CGSS. Alors, le but de cette réunion, c'est bien de préciser les choses sur le sujet qui a donné lieu à un certain nombre d'informations sur les entreprises dites TPMR. L'information importante, c'est qu'on est en train d'organiser, dans une démarche avec plusieurs partenaires, avec tous les partenaires concernés, d'accompagnement de ces entreprises à l'évolution de leur statut. Ces entreprises ont demandé pendant longtemps de bénéficier d'un statut. Or, conformément à la loi, à la réglementation et aux conventions qui sont passées au niveau national, le transport de personnes à mobilité réduite financé par la sécurité sociale doit se faire soit avec des entreprises ambulances VSL, véhicules sanitaires légers, soit avec des taxis. Donc, le principe qui a été posé depuis plusieurs mois, et en accord avec la profession des entreprises dites TPMR, c'est de les faire évoluer sur ces professions-là. Nous sommes en discussion. Il y a des discussions qui sont en cours, donc tout n'est pas encore complètement arrêté sur les différents sujets. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les entreprises TPMR, à partir du 1er janvier 2022, en tout cas, leur activité ne cesse pas au 31 décembre 2021. J'insiste de coup sur ce point pour bien rectifier une information qui avait été erronée. C'est que ces entreprises continuent à travailler à partir du 1er janvier 2022. Dans le cadre d'un accord transitoire qu'on est en train d'élaborer avec les entreprises elles-mêmes, en répondant à leurs propositions notamment, et surtout dans les contrats individuels avec chacune des entreprises ou chacune des entreprises disposant de temps, on leur donne du temps pour pouvoir faire cette mutation qui est indispensable pour assurer leur pérennité. Et donc, 1er janvier 2022, pour ces entreprises, rien ne change. Ils continuent à travailler. On leur donne du temps, on leur donne même 6 mois pour pouvoir se positionner, plutôt taxi, plutôt ambulance, pour faire des évaluations, pour faire une analyse de leur situation, une analyse du marché aussi, une analyse aussi des contraintes, des coûts, etc., pour pouvoir se positionner dans leur évolution. Mais après cette évolution, on leur donne 3 ans pour pouvoir le faire. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'on donne du temps au temps, on donne du temps à toutes ces entreprises pour pouvoir faire ce passage. La volonté commune de tous les partenaires, c'est que toutes ces entreprises puissent continuer à travailler dans l'avenir. Encore une fois, c'est une activité conséquente qui est assurée en Guadeloupe et rendre un service, il faut permettre à ces entreprises de continuer à rendre ce service dans un cadre qui soit parfaitement conforme à la réglementation et au statut conventionnel avec la sécurité sociale. Transporteurs qui font face à une explosion du prix des carburants et les négociations effectivement qui se tenaient aujourd'hui entre les entrepreneurs guadeloupéens et la préfecture n'ont visiblement pas abouti. Un nouveau rendez-vous est donc prévu lundi. La ville de Morne-à-l'Eau a signé ce jour une convention avec une entreprise du numérique, la société Progrès. Afin de lutter contre les décharges sauvages, la municipalité veut mettre à disposition de ses administrés une application leur permettant de géolocaliser les décharges sauvages. L'information est envoyée à la ville ou à la communauté d'agglomération pour que le ramassage d'encombrants soit effectué dans des brefs délais. Le reportage.
La CNGT, récemment, on a fait, avec l'accord du président, bien sûr, on a fait une campagne qu'on appelait Trop Saloptage. En fait, c'était en gros une campagne pour ramasser les encombrants dans toutes les communes du Nord-Grande-Terre. Et aujourd'hui, c'est en fait une autre étape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'application Uli, on demande aux administrés, à la population, de nous aider, d'aider la commune de Morne-à-l'Eau à répertorier les endroits où il y aurait des encombrants. C'est une application qui permet en fait d'accompagner les usagers vers une meilleure réduction de leurs déchets et de les rendre acteurs de la propreté de leur territoire. Et justement, grâce à cette application et à la convention qu'on signe avec la ville de Morne-à-l'Eau, l'idée est vraiment de permettre à chaque citoyen, avec cette application, de faire remonter les signalements des dépôts sauvages sur le territoire. Et il suffit simplement d'avoir l'application, de la télécharger, et l'application est automatiquement active et de prendre la photo donc du dépôt sauvage. Ça prend automatiquement la donnée GPS et ça envoie l'information directement aux services compétents qui pourront régler le problème de dépôt sauvage au niveau du territoire de la ville de Morne-à-l'Eau. Et nous, après, on intervient soit par le biais de la CNGT, tout dépend du gisement, ou soit par le biais de la commune, puisqu'il faut rappeler que la gestion des dépôts sauvages, c'est à la charge de la commune. Donc, avec cette application, on espère vraiment pouvoir éradiquer en quelque sorte les dépôts sauvages qu'on retrouve un peu partout sur notre territoire. Il faut rappeler que Morne-à-l'Eau, c'est une commune qui est riche en biodiversité, et à travers ces actions, on veut également démontrer qu'on joue également notre rôle en termes de préservation de la biodiversité de notre belle ville qui est Morne-à-l'Eau. Et on se demandera maintenant à l'Université des Antilles qui célèbre effectivement les 30 ans de la fête de la science. Je suis d'ailleurs à la base universitaire et chercheuse, donc j'y ai évidemment un intérêt aussi personnel. Et il est vrai que non seulement c'est la fête de la science du 12 au 22 novembre, mais c'est aussi les 30 ans de la fête de la science, puisqu'elle a démarré en 1991. Et donc c'est aussi ces 30 ans que l'on célèbre de ce lien fort justement entre la société et la recherche. Le 30e anniversaire marque toujours un moment dans la vie de la science. C'est un anniversaire et ça fait 30 ans que cette manifestation existe. Et cette manifestation est de plus en plus suivie. Elle est nationale et elle est déclinée au niveau de chaque région d'outre-mer. Et nous sommes fiers de pouvoir la tenir dans notre université, sur notre territoire, malgré cette pandémie. Bien évidemment, il y aura des manifestations, des ateliers en distanciel, mais il y aura aussi en présentiel. L'idée, c'est de rapprocher la science de la société, rapprocher le public des chercheurs, faire profiter des travaux effectués par les chercheurs, mais des travaux expliqués tout simplement avec des mots de tous les jours, des mots simples à la portée de tout le monde. Et c'est ça l'objectif. Et je pense que tout le monde est prêt à transmettre ce savoir, à transmettre cette manière d'être. La science n'est pas spécifiquement réservée aux chercheurs. Nous faisons la science tous les jours. Tout le monde peut faire de la science. D'ailleurs, les enfants qui vont participer à ces ateliers, qui verront les chercheurs, je suis persuadé, bon nombre parmi ceux-là seront des chercheurs de demain, nos grands scientifiques de demain, et continueront à faire évoluer la science dans leur filière, dans leur domaine. La ville de Gourbert, elle accueille une nouvelle session de service civique. 20 jeunes intégreront les équipes et services de cette collectivité et y apprendront effectivement peut-être en premier métier. Le reportage. Le dispositif en lui-même n'est pas un dispositif qui est complexe, c'est un dispositif qui est ouvert à toutes les collectivités, qui est porté par la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Nous avons depuis 2017 mis en place, en tout cas formulé cette volonté d'accompagner des jeunes dans le cadre de la mission de service civique. Et puis nous sommes lancés dans l'opération et puis cette année nous sommes à notre deuxième renouvellement d'agrément. Nous avons été agréés et nous avons donc la capacité de recevoir 20 jeunes
au sein de nos équipes et de désigner des tuteurs permettant cet accompagnement. Ça me paraît tout à fait logique d'aider notre jeunesse à mettre le premier pas dans la vie active, dans une collectivité publique et surtout qui touche à divers secteurs, l'environnement, la santé, les finances, les ressources humaines et aussi des nouvelles technologies avec le tiers-lieu. Donc c'est pour nous aussi d'avoir aussi des agents transmetteurs pédagogiques et qui font part de leur expérience et de leur culture de la vie publique et aussi un clin d'œil à cette jeunesse qui est quelquefois désemparée avec la précarité, le chômage ou bien des sorties du cursus scolaire universitaire de façon précoce. Donc c'est les temps de le bras, la main pour avancer dans des doutes qui peuvent jaillir dans une vie sociale. Et je parlais aussi de la socialisation de notre jeunesse, qui est isolée avec tous les jeux vidéo et qui ne travaille pas. Donc c'est aussi d'être en contact avec des agents de la ville, mais avec d'autres jeunes comme eux et bien au-delà des réseaux sociaux où tout est informel et hors sol. Donc pour nous, c'est construire une jeunesse avec les repères qu'on imagine en Guadeloupe et qu'on oublie parfois. Le but, c'est de permettre aux jeunes de sortir grandis, de sortir mûris et surtout d'être contents de cette mission au service de l'intérêt général. Parce qu'il ne faut pas oublier que la mission de service civique, c'est une mission qui est au service de l'intérêt général. On est auprès de la population, on est auprès des jeunes, on est auprès des salariés, auprès des agents. Et puis on est finalement sur tout le territoire. Et on part maintenant pour l'ouverture du festival Caribule, le festival de la bande dessinée et du manga, qui connaît un petit essor quand même ces dernières années. On a d'ailleurs croisé l'auteur du manga La Planète Taku. Le reportage. Aujourd'hui marque la 10e édition du festival. En exclusivité pour marquer le coup, on a créé en fait un film documentaire qui retrace en images et en dessin le parcours de Caribule. Donc dès vendredi, on attend le grand public avec l'ouverture des ateliers. 4 auteurs feront le déplacement pour recevoir un nombre de participants restreint. Donc il faudra s'inscrire sur nos pages de réseaux sociaux. Dès le samedi, d'autres ateliers avec d'autres auteurs, mais aussi la clôture avec un show musical animé par NDX et le chanteur Chris. Mon inspiration, elle vient de ma culture, déjà pour commencer, ma culture, de ce que j'aime, donc les mangas que j'ai lus. Et mon but, c'est vraiment je me suis réapproprié les codes du manga Shonen Niketsu. Je les ai appliqués pour mon KMT, La Planète Taku. Un exemple, je mets en avant le Jokan. Les personnages principaux pratiquent le Jokan. Le Jokan est un art martial amazonien qui a été créé par Yannick Théolade. Mais je mets en avant aussi le Mayolé, toutes les autres arts martiaux qui existent dans la Caraïbe. Important déjà parce que c'est un contrat de confiance, un partenariat qui date déjà d'il y a quelques années. Pour cet anniversaire, ça a été plus important encore. Et surtout par rapport au contexte, de montrer que l'art résiste malgré le contexte Covid et tout ce qui est anxiogène autour, mais que l'art est présent et qu'on accompagne l'art. C'est important pour la jeunesse parce que c'est quand même destiné à eux la plupart des œuvres graphiques et important pour la création aussi. C'est un festival qui nous permet déjà de présenter nos œuvres, aussi d'animer des ateliers, donc faire tout ce travail de transmission qu'on essaie de faire, que j'essaie de faire en tout cas tout au long de l'année dans des ateliers. Mais c'est aussi un moyen aussi de rencontrer des auteurs, des éditeurs. Donc voilà, c'est le but du festival, c'est de pouvoir faire parler de ce domaine de la culture. Il y a des éditeurs qui travaillent beaucoup pour des ouvrages qui sont en créole. Donc c'est une façon pour nous de faire encore la promotion de la culture. En fait, il faut revaloriser tous les secteurs artistiques et la création graphique à travers la bande dessinée, les mangas, les comics. C'est important aujourd'hui qu'on puisse revaloriser parce que ce sont des créations qui datent dans le temps, qui sont présentes pour chaque génération et qu'on leur redonne un peu des lettres de noblesse. C'est un peu notre mission aussi. Et maintenant, je reçois Sophie Balzing de l'association Métis Gua qui vient nous parler effectivement du cirque dans tous ses états. Bonsoir Madame Balzing. Bonsoir. Alors, dites-nous tout.
Le cirque dans tous ses états, ça veut tout dire. Clairement. Alors, le cadre est planté. Le cadre est planté, voilà. Le cirque en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que c'est que le cirque? On a une image toujours du cirque. Le clown, principalement. Voilà, le côté un peu très traditionnel du cirque. Donc, non. Métis-Gua, c'est du cirque contemporain. On ne va pas dompter des animaux. On ne va pas dompter des animaux. Non. Donc, on travaille autour du cirque contemporain. Et l'idée, en fait, c'est de travailler. Le cirque a une capacité, en fait, de rencontrer diverses disciplines. Et donc, c'est un art de métissage, de la rencontre à l'échelle de la Caraïbe, Amazonie. Comment créer quelque chose, une écriture qui aussi nous est propre. Alors, Métis-Gua, on travaille à la fois sur de la création, créer un cirque caribéen, un cirque qui nous ressemble, le diffuser. Ça, c'est un vaste travail. Le diffuser chez nous, mais aussi à l'extérieur, sur le national, voire international. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi travailler la formation, parce que nous avons besoin aussi, bien sûr, de former les artistes, mais pas que à la pratique artistique. C'est former à la pratique artistique, mais c'est aussi au métier, vivre de son métier en tant qu'artiste. Ça passe aussi par la pédagogie et aller jusqu'à la médiation. Ce qu'on appelle la médiation, c'est aller auprès du public. Aujourd'hui, on est dans une époque où c'est pas toujours la relation entre le public et parfois les salles, c'est pas toujours facile. De ces salles fermées, le public des fois reste un petit peu en marge, et donc on travaille justement à ça, aller au plus près des publics. Et donc ce festival, c'est ça. Alors le Covid en plus nous a encouragé à aller dans ce sens, aller dans l'espace public, aller directement auprès des habitants. Le cirque là, il est partout. Pendant le Covid, il était derrière les écrans. On avait fait tout un travail, les artistes travaillaient chez eux et on postait les vidéos, et au fur et à mesure on est descendu dans la rue, et là il est vraiment chez vous. Donc il est particulièrement sur la ville des Abîmes et dans des quartiers définis, puisque nous sommes à Lacroix, Boissard et Orézet. Donc principalement des quartiers sensibles. Principalement des quartiers sensibles, c'est un travail qu'on fait effectivement toute l'année. Aller au plus près des habitants, c'est ça, c'est rendre accessible gratuitement des pratiques, qui sont pas forcément, qui sont nouvelles en tout cas pour notre territoire. Donc toute l'année, on mène des ateliers directement dans l'espace public. Et là, on amène la création. Les artistes sont de Guadeloupe, mais ils viennent aussi d'ailleurs. On travaille avec des artistes qui viennent du Brésil, qui viennent d'Argentine, et c'est un très chouette échange justement culturel. Et puis on travaille bien sûr avec des artistes qui viennent de France, avec beaucoup de disciplines proposées. Vous avez des portées acrobatiques, de l'acrodance, de la jonglerie, et puis vous avez des agrès qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. C'est ces roussires, ce qu'on appelle la roussire, qui sont des grands cercles où l'artiste est debout et évolue comme ça. Et sinon vous avez des machinois, qui sont des grandes barres verticales, donc où l'artiste en fait évolue le long de sa barre sur des prouesses physiques. Donc c'est à découvrir, et c'est au pied des immeubles, sous le carbet, dans ces quartiers. Il y aura aussi marche sur fil, des choses comme ça. On a eu funambulisme. On a eu effectivement, on a eu un fil de Ferris. Alors on a eu un fil de Ferris qui a été d'ailleurs un des premiers artistes à nous permettre de rencontrer les habitants de Boissard, puisque il y a quelque temps on avait fait un spectacle, parce que Métis-Gua c'est ça, c'est amener ce spectacle dans l'espace public. Donc un fil de Ferris qui avait fait un spectacle qui avait bien plu. Ça nous a permis de rencontrer les associations, parce que ce festival, c'est ça aussi, c'est travailler avec les associations de ces quartiers. Très bien. On va essayer de donner quand même un peu une idée du programme assez complet pour savoir où est-ce qu'on peut trouver les activités. Je crois que c'est du 12, 13 et 14 novembre prochain. Exactement. En fait, on travaille depuis le 29 octobre. Donc, vous voyez, on est dans les écoles, on est dans la rue déjà depuis cette période. Ils sont d'ailleurs actuellement à Boissard. Mais les moments forts, c'est la clôture de ce festival. Et pas des moindres, puisque le cirque, dans tous ses états, s'inscrit dans une manifestation nationale qui s'appelle la Nuit du cirque. Et c'est la première fois que la Guadeloupe, qu'un acteur de la zone Caraïbe y participe. Voilà, donc vous regardez sur la carte et vous verrez, il y a plein de points un peu partout en France et en Europe, et vous allez retrouver le point sur la Guadeloupe. Alors 3 dates à retenir. Le vendredi 12, on démarre sur Lacroix avec un apéro-cirque, des ateliers à 17h, ouverts à tous. Et pour finir sur un moment qui se veut, donc c'est un événement qui se veut vraiment dans la convivialité, recréer ce lien social
social après cette période où chacun malheureusement a dû rester un peu isolé, donc tout en gardant bien évidemment le respect des gestes barrières et on connaît bien la situation. Mais en tout cas, des spectacles sur le soir et puis 2 concepts un petit peu pour nous innovants. En tout cas, c'est ces balades qu'on a voulu, des balades urbaines. Effectivement, comment redécouvrir notre habitat et c'est donc se balader dans les quartiers, dans ces quartiers, sillonner dans ces rues autour et entre les immeubles. Alors le samedi 13, on partira à 15h du centre culturel Emmanuel Albon, donc avenue du Général de Gaulle. On continuera sur le square Cornélie. On ira à la rencontre du jardin potager de l'association Caribbean Art qui est à la Coupe PSE, la résidence Les Carbets, pour continuer sur l'ancienne école du Rézet. Vous savez, cette ancienne école qui a fermé, mais qui du fait accueille un collectif qui est le Rézet en mouvement. Et là, on y retrouvera un certain nombre d'animations et particulièrement aussi des projections d'un artiste guadeloupéen qui vous montrait un peu son travail, qui est Éric Gagneur, qui a un travail en lien avec le service patrimoine de la ville des Abîmes et Monsieur Nabajot. Et on continuera derrière le groupe scolaire du Rézet sur la ZAC pour finir sur le village des containers pour le show final. Toujours ce moment de convivialité avec la restauration puisque nous avons les containers qui seront ouverts. Et en tout cas, chaque étape que je vous ai citée, vous verrez des artistes évoluer. Quoi de mieux comme agrès que tout le mobilier urbain. Donc, ils viendront vous proposer plein d'impromptus, plein de surprises tout au long de ce circuit. Et le deuxième, c'est le 14 novembre. Là, on sera sur la Croix-Boissard. On part du parvis du Centre culturel et sportif des Hauts-de-la-Croix. Pareil, en lien avec une association qui nous a accueillis, une des premières d'ailleurs avec qui on avait collaboré, Bâtir Avenir. On continuera sur le terrain de basket avec Steve Campbell qui nous reçoit. Ce terrain de basket avec une roulotte, là où il y a un bel espace de vie, où les jeunes peuvent faire de la musculation. Et on continuera sur le parvis du centre culturel Sonis, quand même un espace bien connu de nous tous. Et nous finirons au terrain de ce Sonis de Boissard avec l'association AJTS pour le show final. Et pareil, voilà, un moment de convivialité à partager, donc rencontre avec les artistes et entre nous, voilà, et découvrir toutes ces belles surprises que nous vous préparons. Très bien, donc le cirque dans tous ses états, ce sera les 12, 13, 14 novembre prochains dans les quartiers de Boissard, Lacroix et Rézet aux Abîmes. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on souhaite maintenant, avant de se quitter, un joyeux anniversaire à Berthe Josette Atala Marélil qui célèbre ses 100 ans. Le reportage. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie parce que c'était l'amie, sœur de ma maman. Elles étaient toujours ensemble, elles ont été élevées ici, là, comme 2 sœurs. Et quand ma maman est décédée, c'est elle qui était là. Elle m'a soutenue après la mort de ma maman. Si ma maman était là, comme je dis, elle aurait eu 100 ans aussi le mois prochain. Alors, ce sont des amis, c'était des amis sœurs. Un nouveau centenaire aussi à Mould. Donc, c'est un réel plaisir pour nous de la ville du Mould de voir que nous avons chaque année des nouvelles personnes qui atteignent l'âge de 100 ans. Et dites-vous bien aussi que c'est une grande joie aussi pour Madame le maire qui a une penchant qui est très proche des personnes âgées. Et c'est une dame qui, pour elle, donc il faut qu'elle fête les centenaires chaque année. Donc c'est un privilège pour elle d'avoir pour nous aussi la ville de la municipalité. Mme Josette. Mme Josette, c'est un monde qui ne peut pas prendre n'importe qui vite, parce que là, on dit, et boucher sec, il peut répondre vous sec. Mais elle n'est pas méchante, mais c'est comme ça elle est. C'est une femme qui a du caractère. Oui, c'est une femme qui a du caractère, son Madame Jock. C'est une dame qui aime travailler. Et puis elle aimait aller à la messe. Souvent, quand elle était malade, elle restait couchée pendant une semaine. Et le dimanche, à 6h du matin, elle était déjà debout pour préparer son déjeuner.
Et après, elle disait toujours, parce qu'on lui disait que mais tu étais malade pendant toute la semaine, aujourd'hui, dimanche, tu peux rester chez toi. Mais elle disait, c'est de l'eau édifiée que vous posez à mon tour, mon jour là. Une dame qui allait toujours à la messe, elle n'a jamais cessé. J'étais petite, quand je suis mariée, on montait dans le même car pour nous emmener à la messe. Ah oui, elle allait à la messe tous les dimanches. Ami Josette, qu'elle restait avec nous toujours. Depuis bon Dieu voulait qu'elle restait avec nous toujours pour nous fêter 101 ans, 102 ans. Tout le temps on peut les venir. Un reportage signé Olivier Félix. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de ce journal. Un petit rappel quand même d'informations assez importantes. La situation épidémiologique en Guadeloupe est stable. Bon, ça fait 3 semaines déjà quand même qu'on atteint des valeurs qui sont très bonnes. Donc le taux de positivité de 1,4%. Le taux d'incidence est toujours inférieur à 50 et à 44 en ce moment. L'on enregistre un décès cette semaine contre 6 décès encore la semaine dernière. Après, effectivement, on a eu cette annonce du président de la République qui a été repris par la directrice de l'ARS, Madame Denux, à savoir qu'à partir du 15 décembre prochain, les professionnels de santé et personnes âgées de plus de 65 ans devront justifier d'un rappel de vaccin pour prolonger la validité de leur passe sanitaire. Le Premier ministre Olivier Véran a déjà émis l'éventualité d'élargir cette 3e dose ou cette dose de rappel à toute la population. Ça commencera pour les 50 ans à partir de début décembre et dans la foulée pour janvier, on imagine que ce sera un peu tout le monde. Et voilà, notez aussi que l'Agence régionale de santé de Guadeloupe a décidé de commencer à réaliser des tests sérologiques pour évaluer un peu l'immunité, puisque ça fait beaucoup débat, à savoir immunité vaccinale, immunité innée, on va dire entre guillemets, à savoir laquelle est la plus performante. Bon, les spécialistes ont déjà tranché, mais bon, ça discute encore. En tout cas, passez une bonne soirée à l'écoute de nos programmes sur Canal 10 Télévision. Le journal revient vendredi à 18h30. Demain, c'est armistice, c'est férié. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous fais plein de bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, on parlera de sneakers, des chaussures qui étaient à la base réservées au sport. Maintenant, c'est plus pour faire du style, du swag, enfin faire du feeling, comme on dit ici, n'est-ce pas ? On en parlera avec un fan, à savoir Herbie, et nous parlerons aussi du trail de Goyave qui se déroulera le 14 novembre prochain. À cet effet, je recevrai des membres de l'association Tambou Rando et le Big A Trail qui organise cette compétition. Ils vont nous en parler. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir. Laissez-moi juste le temps de switcher mes applis. Bonsoir à Annette Saint-Hilaire, à Macaulay. Bonsoir à Jimmy Kamagou-Valiard. J'espère que tu vas bien, Jimmy. Tu as vu pour les élections? Bonsoir à Nadir Jamela. Oui, parce qu'il y a eu encore des soucis sur l'élection de la Chambre des métiers et d'artisanat. Visiblement, les votes électroniques, c'est un petit peu coup-ci coup-ça. Ça nous rappelle un peu les histoires d'enveloppes qui n'arrivaient pas toutes à l'heure et toutes dans les boîtes aux lettres où elles devraient. Enfin bon, bref. Bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Odia Villeroy, bonsoir à Nadir Jamela, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Claudie Giraud-Girard, à Odile Zingili, à Johanna Bon, à Julie Noglotte, bonsoir également à Moïse Caramel, bonsoir à Josélita Jérémy, à Jocelyne Tessonneau, bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir Lydie Ratier, bonsoir à Nathalie Hall, bonsoir à Alain Hain, bonsoir à Moïse Tézénas, à Moïse Léguise, bonsoir à Sonia Bastien, bonsoir à Yvonne Dacour, ainsi que Marie-Hélène Boré, je pense que je t'ai déjà dit bonsoir, et Aimé Belle-Rose. Bisous tout le monde, on se retrouve après la coupure pub.